Bonjour et bienvenue dans Sous-sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on tombe, on chute, on se laisse entraîner vers ce qui nous attire, pour mieux comprendre ce pouvoir qui rapproche les vivants et les choses. Dans ce premier épisode, on observe des étoiles filantes, et on s'interroge sur les relations intimes qui lient les organismes au monde et transforment la matière en énergie. C'est une nuit, en été, au début du mois d'août. Léo Daguet, Head of Sustainable Innovation et metteur en scène. Il a fallu s'éloigner de la lumière des villes, se mettre à l'abri des réverbères, des lampes et des phares qui noient la nuit sous leur éclairage froid. Alors on est parti. Tournant le dos à la cité, on a pris des grandes routes, puis des petites routes, puis un chemin, et on est arrivé. Au milieu d'une grande forêt, dans une clairière, ou bien au sommet d'une montagne, suffisamment loin pour voir le ciel. Les étoiles comme percées à coups d'aiguille dans un grand drap sombre. La voie lactée qu'on distingue enfin. On a levé nos têtes vers le haut, longtemps, jusqu'à ce que la nuque nous rappelle que notre tête aurait bien envie de reposer sur le sol. Alors on s'est couché, les yeux grands ouverts, pour tenter d'éclairer le ciel. On est resté là, un temps. Et puis la première étoile filante est apparue, sans qu'on s'y attende. Une traînée éphémère, un flash lumineux, puis l'obscurité, la surprise et l'excitation de cette rencontre extraordinaire, imprévisible, entre un phénomène qui semble surnaturel et notre regard. Cela a eu lieu, et j'étais là pour le voir. Chaque été, à peu près à la même période, le grand vaisseau spatial que nous habitons traverse une zone du système solaire chargée en particules de tailles diverses. Certaines croisent sa route d'un peu trop près et, attirées par le champ gravitationnel de la Terre, elles pénètrent dans notre atmosphère. Elles chutent à toute vitesse vers notre sol. Elles tombent. Et, sous l'effet du frottement de l'air, elles se désagrègent, disparaissent en lumière, en chaleur, en son. Ces étoiles filantes viennent de loin et de longtemps. Dans le cas des météoroïdes qu'on observe dans le ciel d'été, il s'agit en général de poussière laissée par le passage d'une comète, baptisée Swift-Tuttle, qui rend visite au Soleil et à la Terre tous les 133 ans. Avant de tomber vers notre planète, elles ont été éjectées de la comète lors de l'une de ses orbites autour du Soleil au XVIIIe, XIXe ou au XXe siècle. Et encore avant, elles formaient une sorte de nuage de matière glacée entourant le système solaire, où elles se sont progressivement agrégées pour constituer un noyau cométaire suffisamment massif pour entamer un long voyage vers le Soleil. C'est une histoire de chutes multiples, en cascade, en série, comme un film de Laurel et Hardy, de la matière qui tombe sur elle-même, s'agglutine en une boule, puis tombe encore dans le puits constitué par le Soleil, se désagrège en poussière, qui viennent finir leur longue descente dans notre atmosphère et s'y transformer en lumière. La beauté de leur ultime trajectoire dans notre ciel nocturne du mois d'août nous est rendue visible au prix de leur propre disparition. Ce trait lumineux a quelque chose d'à la fois tragique et d'extrêmement émouvant. Et en même temps que ces poussières tombent inéluctablement vers le sol, elles attirent notre regard, nous font tourner la tête vers elles, lever les yeux au ciel. Il y a comme une fascination réciproque, une attraction mutuelle qui s'échange le temps d'un clin d'œil,
entre une étoile filante qui brille une seconde et les vivants qui l'observent, étonnés de la voir ainsi tomber dans un éclair. Parce qu'elle est un événement fortuit, aléatoire, unique, imprévisible et mystérieux, l'étoile filante a une place particulière dans de nombreuses cultures humaines. Elle signale l'attention des dieux, demande à ce qu'on lui confie un vœu ou annonce quelque chose d'extraordinaire. On projette aussi sur ce court éclat sublime l'image que nous avons de notre vie humaine consciente, qui paraît aussi éphémère et énigmatique que le trajet d'un météore. Cela me rappelle une citation de Shakespeare qui me touche toujours quand je l'entends. C'est dans Macbeth, à l'acte 5, alors que la fin du roi tyran est désormais inéluctable. Encore une histoire de chute, celle d'un homme qui s'est élevé dans le sang et la violence avant de retomber. She should have died hereafter. Elle aurait dû mourir en un autre temps. There would have been a time for Pour such ce a grand word. mot, la mort, il y aurait place. Tomorrow Hélas, and tomorrow demain, and tomorrow demain, creeps in demain, this petty se pace from faufile day à to pas de day souris de jour en jour, to the last syllable jusqu'aux of derniers échos recorded de la mémoire. time. And all our yesterdays Et tous nos lighted hier fools the n'ont way fait to qu'éclairer dusty les death. fous sur le chemin de l'ultime Out. poussière. Out, brief candle, Éteins-toi, brève lampe. Life's but a walking shadow, La vie n'est a qu'une poor ombre qui player passe, that un pauvre struts acteur and qui frets s'agite his hour et upon parade the une heure stage, sur la scène, and then is heard no more. puis on ne l'entend plus. It is a tale C'est un récit told by an idiot, qu'un idiot raconte, full of sound and fury, plein de bruit, de fureur, signifying nothing. et qui n'a pas de sens. Mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus profond dans notre fascination pour les étoiles filantes. Quelque chose qui est à la fois encore plus mystérieux et en même temps parfaitement concret, réel, derrière notre attraction pour ce qui tombe ainsi vers nous depuis l'au-delà du ciel. La recherche contemporaine s'interroge sur le rôle qu'ont pu jouer les météorites et les comètes dans l'histoire de la Terre et de la vie. L'hypothèse que l'eau actuellement présente sur notre planète y a été apportée par les chutes successives de ces corps célestes jouit d'un certain consensus. Une autre théorie, qui porte le nom évocateur de panspermie, va jusqu'à imaginer que les premiers êtres vivants ont colonisé notre habitat à partir d'une ou de plusieurs contaminations transmises par des chutes de comètes, d'astéroïdes ou de météorites. Une vie qui tombe du ciel, une chute fertile, une germination. Il y a, qui sait, derrière ce trait lumineux qui dure une seconde et le regard étonné et admiratif qu'on lui porte, un clin d'œil à travers le temps, entre un mécanisme de fertilisation et l'écosystème qu'il a contribué à façonner et qu'il continue de nourrir petit à petit, chute après chute, à chaque étoile filante. Alors j'aimerais regarder la chute sous un autre angle. Parce que nous sommes des êtres du sol, figés à la surface, nous percevons en général la chute comme un phénomène orienté, à sens unique, du haut vers le bas. Et nous y associons souvent un certain jugement moral. Plus ça tombe, plus ça va vers le bas, plus c'est dangereux, obscur, négatif. C'est une vision qui nous permet de rendre compte de notre expérience commune, mais qui survit assez mal à une généralisation. D'abord parce qu'il y a toujours une réciprocité dans la chute, une symétrie qui nous permet de changer de regard. Du point de vue du météoroïde qui entre dans notre atmosphère et se change en étoile filante, qu'est-ce qui chute exactement ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un rapprochement, d'une collision avec une grosse planète bleue, blanche et verte, qui fonce vers lui à toute vitesse ?
C'est aussi l'expérience que l'on vit en sautant à l'élastique, d'une grue ou d'un pont. On ne tombe pas, c'est le sol qui soudain se rapproche. Et que peut-on dire de la chute infinie de la Lune le long de son orbite, et de notre planète autour du Soleil, et de la rotation à la fois lente et extrêmement rapide de notre galaxie? Vers où tout cela tombe? Vers où cela chute? Depuis que la relativité générale a substitué à la force gravitationnelle l'étude d'une courbure de l'espace-temps, je pense qu'il faut essayer d'abandonner la vision d'un axe, d'une polarité, qui diviserait un haut d'un bas. Je pense qu'il faut regarder vraiment ce qu'il y a derrière la chute, y voir une relation, une attraction, y voir avant tout un rapprochement inéluctable. Ce qui est pratique, c'est que la langue française a déjà intégré cette conception dans une expression très douce, au potentiel créatif infini. En français, comme en anglais d'ailleurs, on tombe, oui, mais surtout, on tombe amoureux. Alors, on va parler un peu d'amour, d'attirance et de désir. En abordant ces sentiments sous un angle géométrique, en regardant des trajectoires, comme dans un étrange exercice de balistique. Parce qu'il y a, je trouve, en amour, beaucoup d'histoires de trajectoires. Le chemin qui me sépare de l'autre, qui m'attire, la distance entre nos mains, nos bouches, nos corps, et les efforts, parfois incommensurables, qu'il faut entreprendre pour la réduire, cette distance, pour que cela se rapproche, pour pouvoir chuter l'un vers l'autre, enfin, jusqu'au premier contact entre nos regards, entre nos paroles, entre nos peaux. Et depuis cette distance enfin abolie, tous les rebonds qui suivront, où cela s'éloigne à nouveau, où l'on retombe, où l'on se rend compte qu'il y avait encore un espace à parcourir, par-delà l'endroit de nos premiers contacts. Et cette force d'attraction qui courbe notre perception occupe tout l'espace et nous ramène toujours vers la contemplation de l'autre dont on ne peut plus détacher le regard, vers qui ne cessent de tomber nos pensées, comme si elles étaient aimantées l'une vers l'autre. Il y a dans le sentiment amoureux une esthétique de la distance qui introduit un rapport émotionnel à l'espace, une structuration culturelle de la proximité et de l'éloignement, des codes qui semblent définir autant d'orbites possibles, acceptables ou désirables. La littérature, le cinéma, le théâtre ou la danse déploient leur poétique dans ces fluctuations. Il y a une histoire à raconter à partir du moment où il y a de l'attraction et une distance à parcourir. Dans les lieux typiques où se déploient ces trajectoires, il semble que le monde entier cherche à se replier, s'assembler, s'effondrer sur lui-même pour contribuer au rapprochement de ceux qui s'aiment. La chambre à coucher, le balcon au clair de lune, ou l'arrière d'un fiacre, comme dans cette scène d'un amour de Swann, de Marcel Proust, où Swann profite de quelques traces de pollen d'une fleur de Cattleya accrochée à la boutonnière d'Odette, pour franchir la distance à la fois minuscule et infinie qui le sépare de celle qui l'attire. Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle regarda fixement, de l'air languissant et grave, qu'ont les femmes du maître Florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance, et en une attitude qui sans doute lui était habituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là et qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre. Elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attiré vers Swann. Et ce fut Swann qui, avant qu'elle le laissât tomber comme malgré elle sur ses lèvres, le retint un instant, à quelque distance, entre ses deux mains. Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette, non encore possédé, ni même encore embrassé par lui, qu'il voyait pour la dernière fois ce regard avec lequel, un jour de départ,
On voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. J'aurais pu choisir parmi beaucoup d'exemples de ces pas de danse que sont toutes les trajectoires de ceux qui s'attirent. Il y en a tellement, de ces poursuites et de ces chutes qui occupent une place prépondérante dans la création artistique occidentale. Avec ces archétypes, on pourrait même parler de clichés, je trouve que la scène écrite par Proust illustre très bien cette ligne si particulière que savent suivre deux êtres qui s'attirent quand ils tombent à l'horizontale, ensemble, l'un vers l'autre. Ce genre de trajectoire, on peut l'observer partout chez les vivants, qu'il s'agisse d'amour, de reproduction, de prédation, de protection. Tous les organismes passent leur temps dans des liens de codépendance, formant un vaste tissu de relations dans lequel ils doivent évoluer pour continuer à vivre. Ces rapports constituent ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire un certain champ selon lequel des êtres vivants se rapprochent, tombent les uns sur les autres, finissent par fusionner ou rebondissent pour s'éloigner. Parfois, ces réseaux prennent une dimension qui nous les rend discernables, visibles à nos yeux humains. On a tendance dans ces cas à parler de symbiose, comme d'un lien particulièrement distinctif de coévolution et de dépendance mutuelle entre des représentants d'espèces distinctes. On oublie au passage que la symbiose est l'état normal d'un écosystème, son synonyme et sa forme d'expression spontanée. Tout écosystème est symbiotique dans la mesure où il parvient à croître ou à se maintenir en équilibre. En regardant la vie de près, on retrouve des symbioses un peu partout. Au cœur des cellules végétales, de petits organites, appelés chloroplastes, jouent un rôle fondamental pour le vivant. Ce sont les chloroplastes qui réagissent à la lumière et permettent la photosynthèse, qui fournit elle-même l'une des principales sources d'énergie de la vie sur notre planète. D'après le consensus en vigueur aujourd'hui en biologie, les chloroplastes des cellules végétales sont issus de l'absorption d'une cyanobactérie par une cellule eucaryote il y a 1,5 ou 1,6 milliard d'années. Après être ainsi tombée à l'intérieur de la membrane de la cellule, cette bactérie y a continué son existence, développant avec ses cellules hôtes un microscopique écosystème, une relation intense qui brouille les notions de distance ou d'individualité. Sous l'eau, des petits crustacés déambulent. On les appelle des Bernard l'ermite. Et ils ont la particularité de protéger leur corps en le camouflant dans des coquilles qu'ils trouvent sur le fond. Au fur et à mesure de leur développement, ils doivent régulièrement changer leur coquille pour une autre plus spacieuse. Or, certains de ces Bernard l'ermite vivent en symbiose avec une ou plusieurs anémones de mer, des animaux toxiques qui vivent fixés sur la coquille du crustacé, le protègent ainsi des prédateurs et se nourrissent des restes de ses repas. Lorsqu'ils changent de coquille, on peut observer le Bernard l'ermite tirer délicatement sur ces anémones pour les inciter à se défaire de leur attache, puis les guider avec ses pattes et ses pinces vers la nouvelle coquille, où elle se fixe à nouveau. Je ne sais pas si cela vaut les pages de Proust ou les vers de Shakespeare, mais j'ai toujours trouvé cette relation particulièrement touchante entre un Péléas sous-marin avec pattes et pinces et sa Mélisande immobile, ondulant sa longue chevelure au-dessus de sa coquille.
Et puis il y a la symbiose des plantes à fleurs et de leurs insectes pollinisateurs. La chute du bourdon ou de l'abeille, le long des ondulations de leurs odeurs et de leurs couleurs. La plus douce des boissons, le nectar qu'elles sécrètent en leur cœur, et l'attraction que ce liquide sucré exerce sur les animaux qui le consomment, le prélèvent ou, comme les abeilles, le transforment en miel. Bien avant qu'elles ne servent de prétexte à Swann pour s'approcher d'Odette, les cattleyas, comme toutes les autres plantes à fleurs, sont inscrites dans une relation intime avec leurs pollinisateurs. Ces liens prennent même parfois une dimension littéralement amoureuse. C'est notamment le cas de l'ophrys, une orchidée bien connue qui mime l'apparence et l'odeur des abeilles femelles. Le mâle de l'abeille, attiré à plus de 100 mètres de la fleur par les substances volatiles qu'elle émet, tombe dans une spirale amoureuse de mascarade, se pose sur la corolle de la fleur et s'y accouple. C'est un accouplement bien réel pour l'insecte, qui apparaît bien plus excité que pour un accouplement normal et reste jusqu'à 20 minutes dans la fleur. C'est un accouplement en vain pour l'abeille, mais pas pour la fleur, qui confie des millions de grains de pollen à l'insecte avant qu'il ne redécolle, en un rebond, puis tombe à nouveau sous le charme d'une autre fleur qu'il fécondera. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? La relation entre l'abeille et l'ophrys semble nous signaler qu'il existe un lien entre le sentiment amoureux et la symbiose. Ce lien mérite, je trouve, d'être exploré. Et s'il existait quelque part une forme de continuité entre la relation du Bernard l'ermite et de l'anémone, celle des chloroplastes et de leurs cellules, et les émotions de Péléas et Mélisande, de Roméo et de Juliette, de Tristan et Iseux. Rêvez cela, à l'amour comme l'appel d'une symbiose, la trace de notre inscription dans un écosystème intime, en couple, en famille, entre amis, en société, entre humains. Nous voir ainsi tous tomber dans les bras des uns et des autres, comme un réflexe très ancien et très beau, la marque de nos interdépendances. C'est toujours la nuit, au-dessus de moi, dans cette clairière ou au sommet de cette montagne, au mois d'août. Les étoiles filantes racontent une autre histoire à présent, une histoire d'amour qui nous emmène encore plus loin. On y va, pour regarder, pour rêver encore un peu plus. On inverse le temps. On regarde l'étoile filer, mais à l'envers. Quelque part dans les hautes couches de l'atmosphère, d'abord, il y a de la lumière, puis de la matière qui apparaît de nulle part dans le ciel immense, s'agrège, s'accumule en une petite boule rougeoyante qui accélère, grandit, grossit, puis refroidit et file à toute vitesse vers l'espace, loin, très loin. Si l'on pouvait assister à cette scène, nous verrions instantanément qu'il y a quelque chose qui cloche, que le film a été retourné. De la même façon, en voyant une cascade d'eau remonter vers le haut ou un ballon vide lâché dans l'air se gonfler par lui-même, un sentiment d'étrangeté nous informe que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas de cette façon que cela se passe normalement. La plupart des transformations physiques, comme la combustion, les transferts de chaleur ou les déplacements des particules dans un fluide, possèdent un sens spontané, qui est toujours celui dans lequel elles se déroulent, lorsque les conditions sont habituelles. Et une fois que la transformation a eu lieu, elle est irréversible. Retrouver l'état initial, le ballon gonflé, la météorite entière, nécessiterait de remonter la réaction à l'envers et de combattre sa tendance à la symétrie.
Cette notion d'irréversibilité est un principe bien connu en thermodynamique. Les physiciens l'ont structuré autour d'une grandeur, appelée entropie, et qui ne peut faire autre chose que de croître au sein d'un système à chaque fois qu'une réaction y a lieu. On dit souvent que l'entropie est une mesure du désordre d'un ensemble physique. C'est une vision un peu limitée, car j'ai du mal à voir selon quels critères un verre rempli d'eau tiède est plus désordonné que le même verre rempli d'eau chaude et d'un glaçon. Je pense qu'il est plus représentatif de parler d'homogénéité croissante lorsque l'entropie augmente. Le monde est beaucoup plus homogène une fois que le glaçon est devenu liquide, impossible à distinguer du reste de l'eau, et une fois que la météorite est devenue lumière, chaleur et plasma qui diffusent dans l'atmosphère. Le monde tel que l'étudie la thermodynamique est structuré autour d'un pouvoir d'attraction immense, celui de l'entropie, qui attire inéluctablement chaque réaction dans une direction unique. À chaque transformation, à chaque échange d'énergie, le cosmos devient un peu plus homogène. L'entropie augmente. Dans cette vision, la marche de l'univers et l'écoulement du temps sont une chute, mais une chute gigantesque, puisque tout ce que nous connaissons du réel tombe avec elle. Cela dévale une pente immense, depuis une situation initiale peu homogène, de faible entropie, attirée irrésistiblement vers le futur, vers l'expansion, vers un état d'homogénéité totale. Toute chose indistincte, le tout mêlé au tout, la fusion la plus aboutie. À quoi ressemblera le monde alors, et nos désirs, et nos rêves ? Peut-être à ce que Gaston Bachelard décrivait dans L'air et les songes. D'abord il n'y a rien, ensuite un rien profond, puis une profondeur bleue. Mais dans cette longue chute, quelque chose nage à contre-courant. Si vous plongez un morceau de bois dans une flamme, vous ne vous attendez pas à ce que le bois grossisse, s'épaississe et grandisse vers le ciel. Cela serait contraindre l'entropie, résister à son attraction. Cela semble impossible. Et pourtant c'est ce miracle que réalise la photosynthèse des plantes, des arbres, des bactéries, en remontant le cours du possible, en capturant l'énergie du soleil et le carbone présent dans l'atmosphère pour fabriquer de la matière là où il n'y avait que du gaz, homogène. Cette opération magique du vivant, cette capacité à créer de la singularité, de la structure, en s'opposant à l'uniformité vers laquelle les lois de la thermodynamique semblent vouloir le plonger, n'est possible qu'en payant un certain prix. Toute vie, toute structure, toute forme doit négocier son existence d'un point de vue énergétique en échange de plus d'homogénéité, plus d'entropie, moins de forme, ailleurs ou plus tard. La photosynthèse ne peut avoir lieu que parce qu'elle contribue à libérer de l'oxygène et des électrons contenus dans de l'eau liquide. Oxygène qui sera à nouveau capturé par les animaux qui en ont besoin pour transformer leur nourriture en énergie, en mouvement et en chaleur. Si l'on regarde du point de vue de la thermodynamique, l'ensemble des écosystèmes vivants de notre planète se réduisent à une fonction simple. La pousse des arbres, la réplication de notre ADN, la course de la proie cherchant à fuir son prédateur, le vol des abeilles, les plantes et leurs fleurs, les vers de terre, les plus belles histoires d'amour,
toutes ces choses, toutes ces formes, toutes ces trajectoires ne peuvent exister qu'en tant qu'elles contribuent, au final, à transformer l'énergie de la lumière visible, émise par notre Soleil, en rayonnement infrarouge, moins énergétique, renvoyé vers l'espace froid. J'ai envie de voir ici une symbiose profonde, omniprésente, entre le vivant et le non-vivant, entre le microscopique et l'immense, qui brouille les distinctions, les frontières entre la matière inerte et la matière animée. Nous sommes tous en mouvement. Le long du temps, nous naviguons irrésistiblement attirés par une perspective étrange, d'une entropie qui croît, d'un univers qui s'homogénéise. La matière et l'énergie y dessinent leur trajectoire, parfois sous la forme d'un arbre, d'un Bernard l'ermite, de l'orbite d'une planète ou de l'éclat d'une étoile. Toutes ces arabesques expérimentent un seul et même désir, une même symbiose, une même chute, une même attraction. Ce mouvement commun est, peut-être, ce qui attire notre conscience vers le ciel, les nuits d'été, pour y contempler d'éphémères traînées lumineuses. Car nous devons une partie de notre vie, de notre forme et de la conscience qui s'y manifeste à cette destruction magnifique qui se déroule en une seconde au-dessus de nos têtes. Ce sont les deux faces d'une même réalité, les deux pôles d'une même symbiose cosmique et immense. Alors, au milieu du souvenir de cette clairière, au sommet de cette colline, j'aimerais laisser un principe d'éco-design. Lorsque l'on imagine un objet, lorsque l'on crée une expérience, comprendre le réseau de désirs et de symbiose dans lequel cela s'inscrit. Penser qu'il n'y a rien de détaché, que toute chose contribue à en faire avancer une autre, est irrémédiablement attiré dans cette relation. Voir ce qui grandit et ce qui diminue, ce qui se forme et ce qui s'homogénéise. Savoir identifier les désirs de nos objets et chercher à les harmoniser avec les équilibres subtils de nos écosystèmes, plutôt que d'y précipiter nos rêves de grandeur. Et je veux rappeler ici une réalité fondamentale et que l'on garde bien trop silencieuse. Notre mode de vie d'humain moderne, avec son confort, ses gaspillages et sa violence atroce, a déjà détruit d'innombrables écosystèmes. En brûlant les forêts d'aujourd'hui et les forêts du passé, transformées en pétrole et en charbon, en rendant les sols artificiels, stériles, désertiques, en pratiquant la monoculture, en bombardant les terres d'intrants chimiques, en nous enterrant sous nos propres déchets, nous remplaçons la diversité des relations du vivant par un monde uniforme, homogène, mort, laid. Pour générer de la croissance économique, nous brûlons des ressources fossiles et des organismes vivants. Nous accélérons de façon vertigineuse la croissance d'entropie de notre propre système. Nous transformons notre terre en un brasier. Nous pactisons avec le néant. Ce que nous détruisons, ce ne sont pas seulement les symbioses anciennes imaginées par la vie, mais c'est toute possibilité de symbiose future. Il faut que cela cesse.